Bonjour à toutes et à tous. Dans ce webinaire, je vais présenter la physiopathologie des infections à virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés et les nourrissons, et je vais également vous présenter les moyens de prévenir ces infections à travers les anticorps à la naissance ou un vaccin pendant la grossesse. Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est un virus respiratoire qui peut entraîner de la fièvre, des congestions, des bronchites, des bronchiolites, une pneumonie ou une septicémie dans ses formes les plus graves. Et les groupes à risque de formes sévères sont les nouveau-nés et les nourrissons, les personnes âgées et également les personnes immunodéficientes, comme peuvent l'être les femmes enceintes dues à l'immunodéficience relative de la grossesse. En termes de symptômes, le VRS ne diffère pas beaucoup des autres infections saisonnières comme la grippe ou comme le Covid-19 pour l'adulte. Finalement, le seul moyen de confirmer chez l'adulte une infection par le VRS va être une PCR, car on ne peut pas se baser sur les symptômes. Par contre, chez le nouveau-né et le nourrisson, le VRS va beaucoup plus fréquemment entraîner un œdème des bronches, ce qui est donc une bronchiolite, ce qui va diminuer la capacité respiratoire de ces enfants, et ça peut également entraîner une infection secondaire au niveau des poumons, qui va être une pneumonie. Alors, quelles sont les conséquences de ces infections à VRS chez le nouveau-né et le nourrisson? On voit qu'au cours de la première année de vie, on a à peu près 2 tiers des enfants, en l'absence d'immunisation ou de vaccination, qui vont présenter une ou plusieurs infections à VRS. On va avoir un cinquième des enfants infectés qui va présenter une infection des voies aériennes inférieures, donc causant la bronchiolite et la pneumonie dont j'ai parlé précédemment. Et donc 2 à 3% des enfants de 1 an vont devoir être hospitalisés pour une raison liée au VRS. À l'âge de 2 ans, on a en fait la grande majorité des enfants qui ont déjà rencontré le VRS. Étant un peu plus résistants, étant moins sensibles à l'œdème bronchique, le pourcentage d'entre eux qui va nécessiter une hospitalisation est bien moindre, de l'ordre de 0,5%, mais cela, à l'échelle de la Suisse, représente tout de même 6 000 hospitalisations par hiver pour des raisons liées au VRS. Et ce VRS va aussi avoir un impact secondaire, un impact au niveau de la surcharge hospitalière des services de pédiatrie au moment des pics épidémiques de VRS, également un impact social, avec les parents devant être disponibles pour s'occuper de leurs enfants pendant ces infections hivernales, et donc entraînant des arrêts de travail à ce moment-là, et va également entraîner des conséquences à long terme avec de l'asthme pédiatrique chez ces enfants. Alors pour vous montrer l'impact du VRS en saison hivernale chez les enfants, je vous présente ce graphique. Ce graphique a été publié par une équipe suisse de Berne et il montre la pression sur les hospitalisations liées au VRS et également l'âge des enfants. Alors on va voir que le pic épidémique sur le VRS, en fait, il est entre octobre et mars, avec son principal pic en novembre-décembre, et qu'on regarde les enfants hospitalisés en raison du VRS, eh bien, ce sont majoritairement des enfants de moins de 3-4 mois. Donc ça va être finalement la population cible à immuniser pour les protéger du VRS et de ses formes sévères. Pour bien se rendre compte de la pression sur les services hospitaliers qui est entraînée par les épidémies de VRS, particulièrement au moment des pics épidémiques, donc au cours de l'hiver, ici vous avez des données américaines. On voit qu'aux États-Unis, vous avez 1 600 000 visites de patients au service de pédiatrie par an liées au VRS. Et ceci va entraîner un demi-million de consultations en urgence. Parmi ce demi-million, on va en retrouver 10%, à peu près 50 000 qui vont nécessiter une hospitalisation. Et malheureusement, on va en retrouver entre 40 et 250 par an qui vont décéder, donc des enfants qui vont décéder suite au VRS. À l'échelle de la Suisse, ça représente à peu près 5 morts par an liées au VRS chez ces enfants. Les enfants atteints par le VRS qui nécessitent une hospitalisation n'ont en fait pour la grande majorité pas de facteur de risque. On pourrait penser que ceux qui sont hospitalisés et ceux qui décèdent sont des enfants plus fragiles que les autres, et en fait on voit que dans la grande majorité des cas, ce sont des enfants qui n'ont pas de facteur de risque avant l'infection par le VRS.
Le taux de mortalité, le case fatality rate, il est de l'ordre de 1 sur 729 avec les infections par le VRS, et l'absence de facteurs de risque avant cette infection montre qu'il faut réfléchir en termes d'immunisation globale et non pas cibler uniquement les enfants à risque. Alors, comment prévenir ces infections à VRS de manière efficace et à large échelle? On a deux stratégies de prévention. La première, c'est des vaccins qu'on connaît bien, ça va être la stratégie de prévention qu'on utilise pour la grippe, le Covid-19, la coqueluche, c'est-à-dire qu'on va vacciner la femme enceinte pour qu'elle puisse produire elle-même des anticorps endogènes, et qu'elle va ensuite transmettre à son fœtus à travers le placenta pour le protéger efficacement dans les premiers mois de vie contre le VRS. La deuxième stratégie est une injection d'anticorps monoclonaux à la naissance chez les enfants qui vont également les protéger les premiers mois de vie. Ces anticorps monoclonaux vont en fait permettre de capter le virus avant qu'il vienne infecter leur bronche. En termes d'efficacité de ces deux stratégies de prévention, on voit qu'elles vont toutes deux couvrir la période principalement à risque pour les nouveau-nés et nourrissons affectés par le VRS. La courbe grise en bas du graphique montre que leur risque d'hospitalisation est principal dans les 6 premiers mois de vie et particulièrement au cours des 3-4 premiers mois. On voit que l'injection d'anticorps monoclonaux à la naissance va couvrir de manière décroissante en termes d'efficacité cette période, même jusqu'à 8-9 mois, et que l'immunisation par la vaccination maternelle va également couvrir la principale période à risque jusqu'à 3-4 mois. Alors en termes de candidats pour l'immunisation, pour la vaccination qui ont aujourd'hui passé les phases 1 et 2 et qui sont en phase 3, on va retrouver principalement les vaccins basés sur des sous-unités du virus, c'est-à-dire qu'on prend une petite partie du virus et qui va être injectée pour déclencher la réponse immunitaire. L'autre mécanisme de prévention qui est en phase 3, ça va être, comme je l'ai dit, les anticorps monoclonaux, le nirsevimab. On va avoir ces anticorps qui vont être capables de capter le virus avant qu'il vienne infecter les bronches du nouveau-né. Et on a d'autres stratégies de prévention qui sont à l'étude, comme par exemple des vaccins à ARNM. En termes de candidats disponibles actuellement en Suisse pour l'immunisation contre le VRS, on va avoir deux vaccins, dont le vaccin Abrysvo qui peut être administré aux femmes enceintes pour entraîner l'immunisation passive des nouveau-nés. L'autre vaccin, j'en parlerai pas, il est plutôt destiné aux personnes âgées. Et la deuxième solution va être, comme je l'ai dit, l'injection d'anticorps monoclonaux à la naissance qui sont appelés Beyfortus. On a une différence en termes de remboursement. Aujourd'hui, en Suisse, le nirsevimab Beyfortus va être remboursé, alors que le vaccin pendant la grossesse, Abrysvo, n'est pas encore remboursé. Et on voit que l'efficacité qui est revendiquée par les fabricants pour la population qui nous intéresse, c'est-à-dire les nouveau-nés et les nourrissons, est similaire à plus de 80% pour éviter les formes graves liées au VRS avec l'une ou l'autre des solutions, c'est-à-dire Abrysvo ou Beyfortus. En plus de l'efficacité déclarée par les fabricants, il est toujours intéressant de regarder les données de la littérature, donc principalement sur des essais randomisés. On en a 3 qui ont regardé l'effet de l'immunisation par les anticorps monoclonaux. Et ici, vous voyez qu'en fait, dans ces essais, on va avoir, je vous les ai résumés sur cette slide, on va avoir une diminution de l'ordre de 80% des cas de VRS chez les enfants nécessitant une hospitalisation, et on va avoir une efficacité quasiment similaire, entre 75 et 80% des cas sévères de VRS, grâce à cette immunisation par les anticorps monoclonaux. Et quand l'on compare les enfants qui ont été immunisés par du nirsevimab à la naissance avec ceux qui n'ont pas été immunisés, c'est-à-dire qui ont reçu des soins standards, on voit que leur risque d'infection à VRS et d'hospitalisation est bien moindre. On voit également qu'en termes d'effets indésirables, on est sur un produit qui est très sécuritaire parce qu'on n'a aucune différence en termes d'effets indésirables graves entre le groupe immunisé et le groupe non immunisé. Et qu'en est-il de l'efficacité et de la sécurité de nirsevimab dans la vie réelle? Suite à la publication des essais randomisés, on a bon nombre de pays qui se sont jetés sur nirsevimab
dès l'hiver passé. Et donc, on a des données aujourd'hui en vie réelle sur l'efficacité du nirsevimab pour prévenir les infections à RSV. Et ce qu'on voit est en fait encore plus encourageant que ce qu'on avait dans les études qui ont été publiées précédemment, avec des taux de diminution des hospitalisations liées au VRS chez les enfants immunisés par nirsevimab qui sont à plus de 80% et qui atteignent même 89% en Espagne. Et en termes de sécurité, on a également des données intéressantes, comme ici les données françaises, avec une administration de près de 250 000 doses de nirsevimab entre septembre 2023 et avril 2024, et 153 cas d'effets secondaires graves déclarés. Alors les personnes anti-vax ou qui ont un doute sur la vaccination vont se jeter sur ce chiffre en disant « Regardez, parmi les enfants vaccinés, il y en a 153 qui ont des effets graves ». Mais au final, qu'est-ce que sont ces 153 effets graves liés à la vaccination? Eh bien, on voit qu'on reprend le détail de ces 153 cas d'effets indésirables graves de l'immunisation. En fait, le principal, c'est que l'immunisation n'a pas fonctionné et que les enfants ont pu présenter des bronchiolites AVRS, s'infecter AVRS ou présenter dans un cas une pneumonie AVRS. Donc le principal effet indésirable, c'est en fait une non-efficacité de l'immunisation. Et les vrais effets indésirables graves recensés, au final, ils se comptent sur les doigts d'une main ici, et on ne peut pas établir d'association avec la prévention par le nirsevimab. Les recommandations que nous avons en Suisse pour l'immunisation des nouveau-nés et nourrissons par le nirsevimab est que cette injection doit se faire en intramusculaire. Elle peut être administrée en même temps que d'autres vaccins ne modifiant pas le calendrier vaccinal. Pour les nouveau-nés qui sont nés entre octobre et mars, on préconise une dose à la maternité de 50 mg. Et pour les nourrissons qui sont nés entre avril et septembre, une dose avant le pic épidémique suivant, c'est-à-dire en octobre, de 100 mg. Les enfants avant leurs 2 ans, qui sont au début de la deuxième saison de VRS et qui sont atteints d'une maladie chronique, peuvent aussi recevoir une immunisation de 2 fois 100 mg et c'est pris en charge par l'assurance de base en Suisse. Alors maintenant, qu'en est-il de l'efficacité et de la sécurité de la deuxième option d'immunisation, c'est-à-dire la vaccination pendant la grossesse? On voit sur cet essai randomisé que l'efficacité à 3 mois de vie de l'enfant d'une vaccination contre le VRS réalisée pendant la grossesse de sa mère est aussi efficace qu'une prévention par le nirsevimab avec 82% des hospitalisations et infections sévères liées au VRS évitées. Et puis, plus on avance, plus on a une diminution de l'efficacité, mais qui reste tout de même de 70% à 6 mois de vie. Et en termes de sécurité de la vaccination pendant la grossesse, on va retrouver dans cet essai randomisé un taux de prématurité de 5,7% chez les nouveau-nés issus de mères vaccinées versus 4,2% dans le placebo. Très vite, les médias se sont emparés de ce résultat et certains groupes anti-vax pour montrer un effet délétère de cette vaccination qui engendrerait plus de prématurité. Il ne faut pas oublier que déjà ces résultats sont non significatifs et qu'en plus ces études ont été réalisées en pleine pandémie de Covid-19. Covid-19 qui lui est associé à un surrisque de prématurité pendant la grossesse. Donc il y a certainement le Covid-19 qui a ici un rôle d'effect modifier ou de facteur de confusion sur les résultats observés. Et en tout cas, les autres études qui ont été réalisées n'ont pas confirmé de surrisque de prématurité en lien avec le vaccin Abrysvo. Donc au final, nous avons aujourd'hui 2 stratégies disponibles pour prévenir les infections AVRS chez les nouveau-nés et les nourrissons. Une première qui va être l'immunisation passive, c'est-à-dire la protection immédiate de l'enfant par l'injection d'anticorps monoclonaux à la naissance. Les avantages sont qu'on n'a pas besoin de réponse immunitaire du nourrisson et qu'on a une protection rapide dès la naissance. Et en plus, dans certains pays comme la Suisse, c'est remboursé, alors que la deuxième, la vaccination, ne l'est pas. Donc cette deuxième option, la vaccination pendant la grossesse, elle stimule la production d'anticorps chez la mère, qui sont ensuite transmis au fœtus en transplacentaire. L'avantage, c'est qu'on a une protection prolongée grâce à la réponse immunitaire active et que ça va protéger le nouveau-né,
mais aussi la femme enceinte qui va être un peu plus à risque de faire des formes sévères d'infection AVRS. Par mesure de sécurité, les recommandations pour l'injection d'Abrysvo pendant la grossesse sont de réaliser ce vaccin entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée pour éviter les formes graves de prématurité en lien avec les résultats de l'essai randomisé que je vous ai présenté avant, même si aujourd'hui on n'a pas de données alarmantes vis-à-vis de la prématurité et que certains pays proposent, comme pour la coqueluche, cette vaccination un petit peu plus tôt. Qu'en est-il de l'acceptabilité et de la préférence des femmes enceintes? Nous avons une étude en cours, une étude qui est réalisée dans 8 pays, dont la Suisse et le Canada. Et je remercie au passage mes collaborateurs Guillaume Favre et Anouk Pfound pour leur aide inestimable pour la réalisation de ce projet. Donc cette étude, en fait, nous interrogeons les femmes enceintes sur leur souhait vaccinal vis-à-vis d'Abrysvo, et on voit qu'il y a une majorité des répondantes pour le moment, les 3/4 des répondantes qui ont été vaccinées ou qui aimeraient se faire vacciner par Abrysvo pendant la grossesse pour éviter une infection au RSV chez leur enfant et une hospitalisation liée à cette infection. Et on a également investigué chez les patientes qui refusent Abrysvo, est-ce que c'est parce que ce sont des patientes qui ne souhaitent pas d'immunisation, ou est-ce que c'est des patientes qui préfèrent par exemple l'alternative du nirsevimab, c'est-à-dire des anticorps monoclonaux? Quand on leur pose la question entre leur préférence pour Abrysvo ou pour nirsevimab, on voit qu'encore une fois on a une majorité des femmes enceintes qui vont préférer être vaccinées par Abrysvo pendant la grossesse, environ 70%, et qu'on a 12% des femmes enceintes qui préfèrent une immunisation par nirsevimab à la naissance. Les motivations principales de ce choix, elles sont principalement doubles, hein. C'est qu'elles souhaitent éviter une piqûre supplémentaire à leur bébé à la naissance, et en plus, elles souhaitent privilégier des anticorps endogènes plutôt qu'exogènes, donc privilégier des anticorps qu'elles auraient fabriqués elles et qu'elles vont passer à travers le placenta à leur enfant. On voit que le souhait vaccinal, il est aussi influencé par des comportements liés à la vaccination. Plus ces femmes se font vacciner pour d'autres maladies, plus elles vont accepter la vaccination pour le RSV. Et on a notamment un parallèle avec la vaccination contre la coqueluche. Dans ce groupe de femmes interrogées, on a exactement le même pourcentage de femmes qui ont fait ou qui souhaitent faire la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse, et ce sont les mêmes femmes qui vont accepter la vaccination contre le VRS, probablement à cause du risque perçu pour leur enfant. Et donc, en conclusion, on a aujourd'hui deux stratégies de prévention efficaces des infections à VRS. La première est l'Abrysvo, c'est-à-dire un vaccin qu'on peut réaliser entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée chez les femmes enceintes pour déclencher une immunisation passive du nouveau-né par transfert d'anticorps au travers du placenta. Et la seconde est nirsevimab, qui sont des anticorps monoclonaux qu'on pourra injecter dès la naissance à une dose de 50 mg, ou chez les nourrissons qui vont rencontrer la période épidémique pendant leur premier hiver, et donc ceux-là auront une dose de 100 mg. En Suisse, on a encore la question aujourd'hui du remboursement d'Abrysvo, et qu'on regarde l'acceptation des femmes enceintes. Les deux méthodes sont bien acceptées des femmes enceintes, comme le vaccin pour la coqueluche pendant la grossesse, et elles ont une préférence pour Abrysvo. Pour ce qui est des femmes qui seraient plutôt anti-vax ou reluctantes au vaccin pendant la grossesse, vous pouvez aussi leur rappeler que nirsevimab n'est pas un vaccin, ce sont des anticorps monoclonaux, et donc qu'il est anti-vax compatible. Je vous remercie pour votre attention.